Est-ce que dans le contexte actuel, ces valeurs de l'économie sociale et solidaire ressortent encore plus fort? C'est vrai qu'on parle de la loi Pacte, qu'on parle de la raison d'être des entreprises. Tout ça, on va dire, l'économie sociale et solidaire le fait un petit peu comme Monsieur Jourdain faisait de la prose sans le savoir. Bernard Ben Saïd, votre point de vue sur l'émergence ou le retour de ces valeurs dans la situation actuelle? On parle beaucoup de social aujourd'hui et de raison d'être des entreprises. C'est même le terme qui convient. Alors, je pense et les personnes du groupe pensent aujourd'hui que plus que jamais, les valeurs, les méthodes dont vous avez parlé sont nécessaires pour l'économie sociale et solidaire. Et la raison est très simple, c'est que cette économie sociale et solidaire, elle fait l'objet de beaucoup plus de contraintes que les entreprises, je dirais, de l'économie normale. Plus de contraintes sur le plan social. Monsieur Laïc vient de le noter, plus de contraintes sur le plan capitalistique, et donc les défis qu'elles doivent relever sont encore plus importants. Alors, comment faire dans ce contexte pour relever tous ces défis qui s'imposent aux entreprises de l'économie sociale et solidaire? C'est très compliqué. On peut se poser même la question de la survie de ces entreprises. Et la réponse que le groupe AVEC a apportée, en tout cas, elle est simple. Elle consiste à dire que à défaut d'être encore plus performantes que les entreprises de l'économie normale, les entreprises de l'économie sociale et solidaire sont menacées. Alors, pour nous, le plus de performance, il est possible avec justement la méthode que vous venez d'indiquer. Eh bien, effectivement, cette méthode-là, nous l'appelons dans le groupe la méthode MIDI. MIDI pour le M de mutualisation, le I d'intelligence collective, le D de digitalisation et le I d'innovation. Donc, en quelque sorte, notre avis, c'est que pour survivre, les entreprises de l'économie sociale et solidaire doivent être encore plus innovantes, mettre encore plus digitalisées, mettre encore mieux en œuvre l'intelligence collective et encore plus mutualisées que les entreprises d'économie réelle. On le croit réellement. On pense que c'est effectivement serait très compliqué. C'est pour ça que je suis très admiratif de tous les entrepreneurs de l'économie sociale et solidaire, et en particulier de nos amis qui sont autour de table aujourd'hui. Et je sais combien est la difficulté de ce chemin. Vous parliez tout à l'heure de la nécessité de trouver les moyens de vous développer. Comment est-ce qu'on parle, pour rentrer dans le cœur de la discussion, comment est-ce qu'on parle aux investisseurs? Comment on essaie de séduire des gens qui, j'allais dire, dans la vie autre que l'ESS, ont des taux de retour sur investissement parfois de 15% que vous ne pouvez pas, avec vos entreprises, leur offrir. On est sur le temps long, on est sur la séduction des investisseurs par d'autres moyens, par d'autres techniques. Comment est-ce que vous travaillez cette recherche de capitaux aujourd'hui dont vous parliez tout à l'heure? Alors, bon, donc Yves, là, effectivement, c'est une question qu'on se pose tous. Je suis tout à fait d'accord avec Laurent Laïc sur le fait qu'on a un vrai sujet aujourd'hui de changement d'échelle dans les entreprises de l'économie sociale et solidaire. Ça fait partie de la méthode que nous distillons, sur laquelle nous croyons énormément. Et bien sûr, ce changement d'échelle, il nécessite des fonds nouveaux. Donc là, on se trouve tous si vous voulez, à la même problématique. On se trouve tous heurtés à la même problématique, c'est que bien entendu, par définition, une des entreprises de l'économie sociale et solidaire ne peut pas avoir la même rentabilité qu'une entreprise, si vous voulez, classique. Donc comment faire pour séduire des investisseurs? Comment faire pour attirer des fonds? Comment un entrepreneur de ce secteur peut-il s'en sortir? Alors nous, bien sûr, on déroge pas à la règle de la rentabilité. Le groupe que je préside, qui emploie aujourd'hui plus de 12 000 salariés, qui fait 600 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc qui est un poids lourd de l'ESS aujourd'hui, a effectivement une rentabilité qui est faible. Elle est rentabilité faible et on ne peut pas se cacher derrière. Donc, comment faire pour, dans ce cadre-là, passer à l'échelle et, si vous voulez, chercher des investissements? Il y a trois façons de faire. Bon, la première façon de faire, c'est de dire on se débrouille tout seul. On se débrouille tout seul et on ne va pas chercher de fonds. On ne va pas chercher de fonds. Ben ça, c'est un peu ce que le groupe a fait jusqu'à présent. Hein. Nous avons eu 12 ans de croissance à peu près exceptionnelle de 25 à 30% par année chaque année et nous n'avons pas sollicité de fonds
à date. Donc ça signifie qu'il faut puiser des ressources sur l'intelligence des collaborateurs, le dynamisme des organisations et le fait que, bien entendu, il n'est pas question de sortir 1 euro de l'entreprise. Tous les fonds générés, tous les free cash flow générés par l'entreprise sont systématiquement réinvestis. Bon, ça, c'est la première réponse que le groupe a eue pendant pratiquement 12 ans. La deuxième réponse, et c'est celle que nous allons mettre en œuvre dès cette année, eh bien, c'est dire finalement, cette construction, bien entendu, elle est collective. Elle est collective, elle est liée à l'intelligence collective, elle est liée, si vous voulez, à la mutualisation des efforts de tous, grâce à l'innovation de tous. Et donc, nous souhaitons faire participer l'ensemble des collaborateurs à cette dynamique. Et donc, cette année, nous avons décidé d'ouvrir le capital, l'intégralité du capital aux 12 000 salariés. Alors, bien sûr, il y aura à la fois si vous voulez, des distributions gratuites d'actions, et à la fois, il y aura la possibilité pour les collaborateurs de participer à des augmentations de capital. Et donc, ceci vise 3 objectifs. Premièrement, premier objectif, celui que vous avez indiqué, qui est la nécessité de passer à l'échelle. Deuxième objectif, c'est celui si vous voulez, de partager la gouvernance. Et troisième objectif, c'est celui de répartir les revenus, si vous voulez, au plus grand nombre, et l'effort collectif au plus grand nombre. La troisième méthode, et c'est aussi celle que nous espérons, c'est celle qui consiste à dire aux investisseurs, eh bien, il n'est pas possible, il n'est juste pas possible, dans un monde où le besoin de solidarité, le besoin de partage est de plus en plus important. Il n'est pas possible, dans un monde où les taux d'intérêt sont négatifs, de réclamer les rentabilités que vous avez réclamées pour l'instant aux entreprises de l'économie sociale. Et encore plus quand on s'adresse à des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Donc, il est de votre responsabilité sociétale, sociale, je dirais, d'accepter des temps de rentabilité plus longs, ce qui veut dire des taux de rentabilité plus faibles. Alors, je sais bien que c'est un peu pieux, mais je pense qu'aujourd'hui, aussi bien les pouvoirs publics que les grandes institutions financières internationales et nationales sont de plus en plus convaincus de ceci pour sauver le soldat de l'entreprise économique, sociale et solidaire, qui est nécessaire. Voilà ma réponse. Vous parliez tout à l'heure, Bernard, puisque vous êtes un spécialiste de la finance, de ces taux d'intérêt bas. Pourquoi aujourd'hui raisonner en capital alors que peut-être on peut aussi aller chercher de la dette avec des taux aujourd'hui qui ne sont pas particulièrement importants? Tout à fait. Merci de me rappeler mes bons souvenirs d'enseignant de sciences économiques. Alors, je voudrais rappeler deux phrases de Milton Friedman qui étaient très importantes, qui sont très importantes d'abord pour comprendre mieux notre économie sociale et solidaire et d'autre part mieux comprendre notre situation de taux d'intérêt négatif. Alors, Milton Friedman disait la seule raison, le seul objectif social des entreprises est de faire des profits. Voilà. Donc, Milton Friedman, prix Nobel d'économie, avait tiré un trait sur tout le champ de l'économie sociale et solidaire en disant ça ne peut pas exister. L'économie sociale et solidaire ne peut pas exister. Et les entreprises qui tenteraient de faire autre chose que, si vous voulez, que ce qu'elles sont censées faire, devraient disparaître. Bon, alors, ce que je vous propose de faire, c'est d'abord de passer peut-être 1 minute ou 2 sur ce sujet qui est important. Alors d'abord, est-ce que Milton Friedman avait raison ou pas? On peut voir le côté plein du verre ou le côté vide du verre. Bon, d'abord, on peut dire qu'il a tort puisqu'il y a des entreprises d'économie sociale et solidaire, et je crois que toutes les personnes qui sont dans ce salon et en particulier dans ce tour de table en sont la preuve existante. Et en même temps, on peut dire qu'il a en partie raison parce qu'on peut déplorer que les entreprises d'économie sociale et solidaire ou que le poids de l'économie sociale et solidaire ne représente en France que 10% de la valeur ajoutée. Bon, donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est celui que je voudrais avancer, c'est qu'en fait, quelque part, pour exister, si on suit le point de vue de Milton Friedman, c'est que les entreprises d'économie solidaire n'ont que deux voies. Soit la voie de l'excellence, la voie si vous voulez, du meilleur élève, la voie de l'élève le plus innovant, celui qui met en œuvre les meilleures techniques organisationnelles, les meilleures techniques de production, qui partage le mieux son intelligence.
Et c'est, je crois, autour de la table, c'est la voie que chacun des participants a défendue jusqu'à présent. Donc, celle de l'excellence pour survivre dans un monde où les entreprises sont en permanence challengées, sont en permanence en concurrence, et pour survivre avec les contraintes qu'on s'impose au niveau de l'ESS, qui sont très fortes, hein, des contraintes sociales très fortes, des contraintes de protection de l'emploi, des contraintes de faible rentabilité du capital, etc. C'est très fort. Donc, c'est la voie de l'excellence, et c'est celle qu'on défend. Soit c'est la voie précédente qui a été jusqu'à présent malheureusement une partie importante de la voie des entreprises de l'économie solidaire, de dire on défend un autre modèle, donc il faut qu'on ait un appui, on a un appui de la collectivité, un appui des gouvernements, un appui de toute forme de collectivité, il faut qu'on ait des subventions, etc., etc. Donc voilà, il y a ces deux voies. Bon, et là, on voit bien que cette voie, la deuxième voie, dans un monde où l'argent public coûte de plus en plus cher, où c'est de plus en plus difficile d'obtenir des subventions publiques, elle n'est plus possible. C'est pour ça que pour moi, il n'y a plus que la première voie, et je pense que cette première voie peut faire démentir Milton Friedman. Est-ce qu'on peut aller chercher aussi des capitaux sous forme de prêts? Et puis, allez, je vous lance sur la question aussi, on parle beaucoup aujourd'hui des quasi-fonds propres, hein, des titres participatifs. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des techniques? Alors, plus ou moins, c'est une question qu'on se posera tout à l'heure aussi spécifique pour l'ESS. Est-ce qu'il y a aujourd'hui de l'innovation financière qui permet de venir en soutien à votre discours, comme quoi il faut aujourd'hui trouver des financements pour ces entreprises performantes? Bien sûr. Alors, j'aurais reposé le cadre macroéconomique, si vous voulez, dans lequel l'ensemble des entreprises aujourd'hui se trouvent, et la raison pour laquelle je pense que nous avons une opportunité extraordinaire dans ce temps aujourd'hui pour les entreprises de l'économie sociale et solidaire. Vous savez que le processus de production se fait avec 3 facteurs de production. Le premier facteur, c'est le facteur travail. Le deuxième facteur, c'est le facteur capital. Et le troisième facteur, c'est le facteur innovation. Et vous savez que l'innovation, c'est plus de 50% de l'explication de la croissance dans les pays développés. Donc aujourd'hui, on a une conjoncture assez exceptionnelle. C'est que plus que jamais, l'innovation est au cœur du processus de production. Voilà, ça, c'est le premier point. Deuxième point qui est exceptionnel, c'est que plus que jamais, le capital ne demande pratiquement plus à être rémunéré, puisque nous avons des taux d'intérêt nominal et réels négatifs. Ce qui signifie qu'aujourd'hui, les entreprises d'économie sociale et solidaire ont tous les feux verts pour se développer. Elles ont toutes les feux verts pour se développer. Et j'en veux pour preuve ce qui s'est passé entre 2010 et 2012, et 2020, 2021, c'est qu'en 2010, l'économie sociale et solidaire ne représentait que 10% du PIB de la France. En 2020, il représente 12% du PIB de la France. Et je pense que ce développement va se poursuivre, va conforter le poids de l'économie sociale et solidaire, et que, si vous voulez, on en est tous la preuve. À 2 conditions. Première condition, clairement innover. Donc pour l'excellence, c'est l'innovation, et l'innovation, c'est l'excellence. Voilà, à condition d'innover, ça c'est très important, d'investir massivement dans l'innovation. Et le groupe que je dirige investit des millions d'euros dans l'innovation. Voilà, nous avons nos propres startups, nous avons nos propres développeurs, nous avons nos propres promoteurs de projets innovants, etc., etc. Et deuxième condition, d'aller chercher du capital pas cher, parce que le capital ne doit pas être cher aujourd'hui. Alors aujourd'hui, oui, il existe toutes sortes si vous voulez, de dispositifs. Bon, le premier dispositif, alors il est un peu conjoncturel, si vous voulez, c'est le dispositif qui est lié aux propositions du gouvernement de faire des prêts participatifs de relance, d'utiliser les prêts participatifs de relance. Donc je pense que c'est très important. Là, on a des financements qui sont sur des taux qui sont acceptables, à mon avis, pour l'économie sociale et solidaire, entre 4 et 5%. Donc ça, c'est le premier point qui est très important. On parle de plusieurs milliards, de plusieurs dizaines de milliards, de 15 milliards au total de plans participatifs de relance. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, il faut aller chercher effectivement
Donc, et là, on est sur du taux d'intérêt, on est sur de l'emprunt, on n'est pas sur du capital, hein, c'est du prêt participatif. Deuxième point, il faut aller chercher des financements au maximum obligataires avec des taux d'intérêt qui restent faibles. Et en dernier recours, et là, effectivement, je pense que c'est plus compliqué, mais parfois certains n'ont pas le choix que d'aller chercher du financement, entre guillemets, de droit de contrôle, parce que là, on lâche le droit de contrôle, mais bon, parfois, il faut accepter de le perdre, dans un cadre où on se trouve avec des investisseurs qui comprennent, qui acceptent ce projet. Et là, je pense que Laurent Laïc a tout à fait raison. Il faut être clair avec les investisseurs. Il faut leur dire, voilà, messieurs, la feuille de route. La feuille de route, c'est que vous investissez dans des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Elle a des contraintes sur la partie sociale. Le facteur travail est mieux traité, beaucoup mieux traité. Et en conséquence, le facteur capital doit être moins bien traité. Et vous devez l'accepter. Et quelque part, si vous voulez, ça peut être aussi, si vous voulez, la mission du capital, dans un contexte où les taux d'intérêt sont faibles, d'accompagner ce mouvement. Et on ne peut pas rester sur les rendements d'avant. Promouvoir l'innovation, c'est écouter nos jeunes talents, nous dit notre auditeur ou téléspectateur, je ne sais pas comment il faut dire, avec ces nouvelles techniques de communication. Donc la question de Fabrice Darmon, c'est comment soutenir les jeunes qui cherchent à la fois la performance et donner du sens dans leur travail, porter des valeurs, etc. C'est un peu la question qu'on évoquait avec Laurent Laïc, le côté moderne, le côté positif, le côté jeune, le côté intergénérationnel de l'ESS, Bernard Bensaïd. Alors moi, je pense que si vous voulez, les jeunes aujourd'hui ont raison d'être exigeants. D'abord, il y a de moins en moins de jeunes et de plus en plus de vieux, donc c'est normal que les jeunes puissent choisir leur entreprise, leur projet. Et ce qu'on constate tous aujourd'hui, donc on est tous dans une guerre des talents, puisque sans talent, les entreprises n'ont pas beaucoup de futur. Donc ces jeunes-là, ben, pour les attirer, ben, il faut reprendre si vous voulez, les caractéristiques de l'ESS. C'est que, voilà, aujourd'hui, comme j'ai expliqué, pour moi, l'ESS est condamnée à être excellente et innovante ou à disparaître. C'est très clair pour moi. Et donc, quand vous dites aux jeunes, eh bien, lâchez-vous, innovez, soyez excellents, portez les plus beaux projets, ayez les plus grandes ambitions, eh ben, vous les attirez. Et quand vous dites aux jeunes, j'ai moins de contraintes sur le facteur capital, voire je n'ai aucune contrainte sur le facteur capital parce que je ne rémunère pas le facteur capital ou alors je rembourse mes emprunts, mais je paye aucun dividende, etc. Eh bien, vous êtes crédible dans le fait que vous dites aux jeunes, lâchez-vous. Vous êtes crédible. Inversement, si vous voulez, un jeune qui rentre dans une entreprise où la rentabilité qui doit être versée aux investisseurs est très élevée, eh ben, il sait très bien qu'il est sous contrainte. Donc moi, je pense que aussi dans la guerre des talents, les entreprises, l'économie sociale et solidaire ont un avantage comparatif majeur. Et en tout cas, nous, c'est ce qu'on essaye si vous voulez, de défendre. Alors, je vous donnerai un seul exemple. Alors, bien sûr, on n'a pas que des chercheurs qui viennent, si vous voulez, postuler au groupe AVEC, mais aujourd'hui, le groupe AVEC reçoit plus de 1000 CV par mois. 1000 CV par mois. Alors, il y a toutes sortes de CV. Il y a des CV, bien sûr, opérationnels, mais aussi des CV de gens qui veulent mener des projets, avancer sur leur projet, et on leur dit, ben voilà, pour paraphraser la phrase de Steve Jobs, pourquoi employer des gens intelligents pour leur dire ce qu'ils ont à faire. Donc Bernard Bensaïd, la finance verte, c'est quelque chose qui peut bien coller à l'univers de l'ESS? Oui, moi je pense que si vous voulez, toutes les modalités de finances alternatives sont bonnes à prendre pour le développement de l'ESS, et en particulier tous les modes de financement qui vont investir, qui sont sensibles à l'innovation. La finance verte en fait partie. Elle a une mission, mais il n'y a pas que la finance verte. On peut imaginer toutes sortes de financements de l'innovation, et je pense qu'il faut utiliser tous ces leviers. L'État a prévu en particulier toutes sortes de dispositifs spécifiques pour financer ces innovations. On a aussi sur les secteurs qui intéressent le groupe AVEC, la santé, le médico-social, on a ce qu'on appelle l'article 51 qui vient financer des innovations. Et moi, j'appelle tous les acteurs de l'ESS
à bénéficier de ces financements. Alors c'est sûr que, si vous voulez, ils sont exigeants, hein, ils visent l'excellence et l'innovation. C'est pour ça que plus que jamais, cette économie sociale et solidaire doit travailler ensemble, doit casser, si vous voulez, les a priori, comme le disait Laurent, qu'on peut avoir les uns sur les autres. Et donc, on appelle tout le monde à travailler ensemble dans ces secteurs pour aller chercher le maximum d'investissement, le maximum de financement et mettre en œuvre ce qui est indispensable, à mon avis, aujourd'hui. C'est l'intelligence collective. L'intelligence collective, voilà, on est obligé d'y aller, sinon ça passe pas. Quelles recommandations donneriez-vous à une structure qui souhaite créer une activité dans le secteur de l'ESS? Quels sont d'après vous les points de vigilance et les axes à privilégier? Merci beaucoup pour cette question compliquée. Mais bon, voilà, je vais essayer de répondre. Alors, je pense que si vous voulez, le premier sujet, c'est d'abord dire qu'est-ce qu'on souhaite faire, qu'est-ce qu'on a envie de faire. Donc ça, c'est la première question que doit se poser un entrepreneur. Et après, une fois qu'il s'est posé la question de sa mission, la deuxième question qu'il doit se poser, c'est quelles sont les valeurs auxquelles je peux en aucun cas déroger? Quelles sont les valeurs, si vous voulez, qui sont intimement liées à ma personne ou à mon histoire voilà. Et donc ça, c'est la deuxième question. Et une fois qu'on a répondu à ces questions-là, et je pense que naturellement, si on a des valeurs et si on poursuit un objet social qui est pas simplement celui de la recherche de profit, je crois qu'ici personne n'en doute, eh bien on fait partie de l'ESS. Mais je pense que d'abord le premier sujet pour moi c'est qu'est-ce qu'on veut faire, et deuxième chose, est-ce que cette chose-là est innovante? Parce que comme je l'ai expliqué, pour moi, malheureusement, la voie de l'ESS est étroite et difficile, c'est la voie de l'excellence et de l'innovation. Mais il faut aujourd'hui se dire que l'ESS n'a jamais bénéficié d'autant de faits favorables, puisque nous sommes dans un monde de l'innovation, et il n'y a plus d'entreprise, quelle qu'elle soit, de l'ESS ou pas, qui, ni si elle n'investit pas massivement dans l'innovation, ne disparaît pas très facilement. Vous savez que maintenant, la durée de vie des entreprises s'est fortement réduite. Et deuxièmement, un monde où le capital est aussi abondant. Donc je dirais que, voilà, soyez innovants et vous réussirez.